Alors voilà, donc on va aborder la question des savoirs divinatoires. Pas uniquement leur pratique, mais le contenu. Alors là, en t'écoutant, on a l'impression que tu parles de l'astronomie comme d'un langage, en fait. Un langage qu'on apprend, avec ses codes, mais est-ce que tu as une approche critique de ce langage? Est-ce que tu te dis, je ne parle pas de critique au sens de ça marche pas, mais est-ce que ça tient debout au niveau de l'exposé? Est-ce que parfois tu as tiqué sur certaines affirmations ou certains rapprochements ou certaines façons de présenter les choses? Je sais, comme tous les astrologues, je finis par prendre ma religion moi-même en vertu de l'expérience, mais ceci dit, je ne cesse d'admirer la sagesse antique, c'est un héritage. Voilà. Et en même temps, c'est la sagesse de grands anciens qui ne dépassent pas beaucoup, et que je suis. Voilà. Mais, le bémol, c'est que j'ai tout à fait conscience que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des planètes et la position des planètes telles qu'elles sont actuellement. Et je suis parfaitement consciente que le ciel que nous utilisons donc comme outil est en train de changer. Par exemple, tu vois, il y a la nouvelle planète baptisée par Nibiru, l'a baptisée par Nibiru. Il est certain qu'il y a des changements qui arrivent dans le ciel et tous les astronomes le disent. Donc, je pense, lorsque je dis à mes élèves, je leur dis l'outil que je vous donne, c'est pour ici et maintenant, et je ne sais vraiment pas si dans 4 ou 5 ans, l'outil sera encore valable, peut-être qu'il est sûrement pas. La Terre ne sera plus à la même place, les planètes ne seront pas à la même place ou pas les mêmes, mais tu as vu Arthur Clarke, le vilain de ses espaces, et Arthur Clarke, qui était génial, avait fait au fond une synthèse de ce qu'avaient dit beaucoup de voyants avant lui, et ça continue, sur le fait qu'un jour, la Terre sera éclairée par 2 soleils. Parce que la plupart des étoiles du ciel, donc il y a des étoiles qui sont toutes seules comme notre Soleil, mais la plupart des étoiles, c'est un système binaire. Donc les astronomes pensent qu'un jour, notre Soleil, une autre étoile pourrait venir se mettre à côté de notre Soleil, et qu'à ce moment-là, nous aurions un système binaire qui rendrait notre astrologie actuelle complètement caduque. Alors moi, je dis à mes élèves, je vous donne un outil pour aujourd'hui, pour maintenant. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, et très probablement, il va y avoir des changements qui vont arriver. Donc quand on les verra, on fera avec. Mais pour moi, les astronomes sont tout de même, les astronomes, moi je le dis par l'astronomie berry et tout ça, sont très conscients qu'on est en plein changement d'exercice. Mais ma question concernait plutôt la tradition. Alors, cette tradition, qu'elle puisse être remise en question par les nouvelles découvertes, c'est une chose. Et moi, je parle sur le plan structurel. Est-ce que le symbolisme est resté à l'état pur ou est-ce qu'il a été corrompu, dévoyé? C'est certain que ce symbolisme, hérité de l'Antiquité, a été plus ou moins adapté à toutes les générations de grands astrologues qui m'ont précédé, et que l'interprétation qu'ont eu les confrères du siècle précédent est le tributaire de leur vision sociale, sociologique du monde, tu vois. Et que maintenant, comme on a une vision qui commence à être complètement différente, il est certain que moi je biaise un peu l'interprétation dans le sens que je perçois actuellement. Par exemple, quand tu posais la question très fondamentale des genres, c'est-à-dire des hommes et des femmes, du sexe, du genre, il est certain, c'est pas que vous allez la faire, que ces choses sont en train d'évoluer. Ces choses qu'on a cru, que nos parents avant nous ont cru immémoriales, il est certain qu'elles sont en train d'être dévoilées, ne serait-ce que par le fait que notre ADN va être modifié, c'est en cours de modification. Je suis sûr, par exemple, que nous n'avons pas du tout le même ADN que les gens du Moyen-Âge. Je suis sûr qu'il y a, par l'évolution de l'ADN, va amener également une évolution sur le plan de la différenciation sexuelle. Et c'est peut-être pas obligatoire qu'il y ait une différenciation sexuelle. Nous avons toujours vécu comme ça. Mais il est possible qu'il y ait d'autres lieux, d'autres... Alors justement, à ce propos, moi, une question que je pose, comment, à ton avis,
captons-nous les énergies cosmiques? Comment savons-nous ce qui se passe dans le ciel? Puisque nous ne le regardons pas. Donc, quelque part, qu'est-ce qui fait que nous sommes marqués par le cosmos, alors que le cosmos, nous ne le connaissons pas, nous le connaissons sur le plan physique, mais nous, humainement, individuellement, l'enfant qui naît, comment est-ce qu'il capte les énergies? La physique quantique te répond à cette question. D'ailleurs, j'avais écrit un livre que j'aurais voulu intituler La physique quantique expliquée à ma fille qui avait 10 ans à l'époque. Et moi, ce livre s'appelle Edgar Pessis. Edgar Pessis, Edgar Pessis, la mémoire spirituelle de la matière. Donc, reformulons la question. La question, c'était comment nous captons les énergies, les informations cosmiques. La cosmiques. physique quantique te répond par la loi de résonance, c'est-à-dire que toute matière est en résonance avec toutes les autres matières de l'univers. C'est-à-dire que, tu vois, dans la loi de résonance, ces principes d'interaction, ce fameux principe d'interaction, mais on peut dire par la physique quantique, je m'assieds devant le feu, je le regarde. Il y a une interaction, même si on n'en est pas forcément conscient, il y a une interaction qui se produit entre le feu et moi. Je modifie le feu sans m'en rendre compte, et le feu me modifie. Là, je me rends compte par la lumière et la chaleur, mais ma pensée et la matière que je suis modifient aussi le feu. On n'est pas poétique, on se rend compte, mais il y a une interaction de tout interagit. Ces principes d'interaction d'Eisenberg. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce point. Non, mais donc, effectivement, c'est intéressant d'intégrer des éléments nouveaux. On rappelle à la physique quantique, tu ne peux plus critiquer l'astrologie si tu ignores les 15 principes de base de la physique quantique. Mais cela dit, je voudrais qu'on revienne sur cette question de cette tradition dont tu disais toi-même qu'elle est très ancienne et qu'il faut la respecter. Et qu'elle est grandiose. Et qu'elle est une sorte de langage qu'il faut apprendre avec sa grammaire, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, comme dans toute langue d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont pu se perdre en chemin, être corrompues et ne plus avoir la cohérence qu'elles avaient initialement? Tu vois, par exemple, l'histoire des vies antérieures, des vies successives, c'est quelque chose qui s'est perdu. L'astrologie de mes contemporains et de nos parents et grands-parents ne pensaient pas une seconde d'avoir des vies antérieures qui existaient, bien que le colonel de Rochard ait déjà fait un livre là-dessus en 1911. Mais ils ne pensaient pas non plus, comme ça, là, c'est l'enseignement qui est formidable. On peut non seulement avoir une certaine connaissance des vies antérieures, mais les lire à travers le thème astrologique. C'est tout de même formidable. En fait, c'est une adaptation moderne qui, pour moi, est une redécouverte. Ça a dû être certainement comme ça dans des astrologies anciennes. Et je crois que l'astrologie indienne en a gardé la mémoire. Dans l'astrologie indienne, on lit les tibétaines, on lit aussi les antérieures. Mais l'astrologie occidentale ne l'avait perdu. Non, mais par exemple, bon, aborder le sujet, comme la précision des équinoxes, est-ce que ça te dit quelque chose? Évidemment. Et parce que toi, je crois que tu as travaillé sur plusieurs types de zodiaques, zodiaque sidéral, zodiaque tropical. Pendant un temps, j'ai utilisé à la fois le zodiaque tropical qui ne tenait pas compte de la précision des équinoxes, et sur l'incitation d'Edgar Pessis, qui disait mais le zodiaque que vous utilisez, il est faux à 23 degrés près. À ce moment-là, c'est retour au zodiaque des étoiles, mais qui est le zodiaque sidéral. Donc, il y a eu d'ailleurs des guides astronomes anglais, américains et français qui ont été traduits par la France et connaître. Et alors, moi, je fais une interprétation des deux. Quand je vois un thème, je l'interprète en tropical, et puis je regarde en sidéral ce que ça peut donner. Quelqu'un qui arrive, là, hier matin, je vois une dame qui me dit très fière, je suis ascendant Lion. Alors, je lui dis ascendant 8 degrés Lion, c'est encore un ascendant qui traîne beaucoup de cancer. L'astrologie sidérale, ça fait 8 plus 6, ça te fait 14 ou 15 degrés de cancer. Donc c'était une dame extraordinairement cancer. Donc j'ai fait l'interprétation avec une dominante cancer. Alors
de la question, on n'a pas tellement parlé, mais je pense que c'est partie du cas pratique, des domiciles des planètes. Tu en tiens compte? Est-ce que Mars dans le Bélier... évidemment, c'est bien plus renforcé. Mais alors, à ton avis, ce système-là, bon, il a été modifié avec la découverte des planètes, il est déjà testé en intégrative, mais est-ce que ce système-là, d'où il sort et à quoi il sert? Alors, c'est un système qui est hérité de la plus haute antiquité et à une époque où le ciel n'avait peut-être pas la même configuration que maintenant. Ah oui. Tu vois, parce que la précision des équinoxes indique que quand le soleil ne se levait pas du tout à la fin il ne se levait pas du tout à la même place que maintenant, le ciel tel qu'on le voyait, le ciel des très anciens Égyptiens, des très anciens Sumériens ou des ciels très anciens Babyloniens, n'était probablement pas tout à fait comme il est maintenant, tu vois. Oui. Donc, il y a une tradition héritée de la antiquité, il y a un corpus d'enseignement dans lequel on fait du monastrie malgré tout. Malgré tout, on est obligé d'être ici et maintenant. C'est-à-dire, on reprend, tu vois, donc la puissance de Mars en Bélier. D'accord, mais enfin, c'est une base. Enfin, moi, je vais l'adapter aux horaires générales et à la personne aussi, et à la position céleste de Mars et aux autres planètes. Donc, c'est toujours des tours globales du ciel. Parce que justement, il y a une tradition qui voudrait que, initialement, le premier signe zodiaque, ce n'était pas le Bélier, mais le Taureau, par exemple. Oui, à l'ère du Taureau, à l'époque où le soleil se levait. Oui, donc le Bélier, ce serait déjà. Alors, le cas du Bélier est intéressant parce que le Bélier, ce n'est ni la position d'origine, ni la position actuelle. Normalement, il faudrait avoir le soleil en poisson, le soleil domicilié en exaltation. Le soleil s'est levé dans le Bélier pendant l'instant. Il est exalté dans le Bélier. Le soleil devait être exalté en Taureau, puis exalté en Bélier, puis maintenant en poisson. Voilà, et on a pourtant gardé l'exaltation en Bélier. Il va se lever, oui. C'est pour ça qu'il faut corriger. Oui. Et il va bientôt se lever dans le Verseau. Ben oui. Puisqu'on est à la fin du soleil, quand le soleil se lève, il se lève La constellation. à la force de rétrocession de la précession, c'est le contraire de la procession, c'est-à-dire la procession tu avances et la précession tu recules. Alors à force le soleil de se lever chaque année un petit peu plus en arrière dans les poissons, il va maintenant se lever dans le Verseau. Oui, et donc il faudrait aussi en tenir compte pour, par exemple, quand on dit que l'exaltation du soleil serait en Verseau en fait. Puisque maintenant elle est en Bélier, c'est que c'était au moment où la constellation, où le soleil, puisque l'exaltation, comme tu sais, c'est lié au équinoxe. Puisque le Bélier, c'est... Donc effectivement, il semble qu'on ait modifié le signe d'exaltation au fur et à mesure que le soleil rétrogradé. Tu as des traditions très anciennes qui se superposent et qui ne tiennent pas compte de l'évolution astronomique. Oui. Et puis il faut tenir compte des ordres, parce que notre soleil ne se lève pas encore dans le Verseau. Il n'en est pas très loin, et les ordres, c'est l'influence radiante, si tu veux. Donc le signe du Verseau commence à influencer un petit peu le soleil, cette civilisation, par ce côté des ordres, c'est-à-dire la diffusion. Tu vois, le soleil ne se lève pas encore dans le Verseau, mais il n'en est pas très loin. Oui, enfin, il y a des tas d'avis là-dessus. Il y a une influence. Oui, je pense qu'il est là depuis longtemps. Non, tu regardes les éphémérides. Ouais. Moi, je regarde les éphémérides, et tu as à chaque fois, dans les éphémérides, tu en bas de la page un petit secteur qui s'appelle l'Ayanamsa, et tu as exactement le degré de l'Ayanamsa qui correspond au degré auquel le soleil se lève le 31 mars. Donc, tu vois que je n'ai pas encore à proprement parler dans le Verseau, mais l'influence de ce qu'on appelle les ordres commence. Alors justement, on va rentrer dans un point un peu plus technique. Par exemple, les saisons, c'est quand même important, les saisons, les 4 saisons. Mais je veux dire par là que quand on voit par exemple Mars et Vénus dominent les 2 premiers signes du printemps,
alors qu'ils sont tellement différents par nature, Oui, on ne comprend pas très bien comment le printemps peut être marqué par deux planètes aussi différentes. Oui, et pour le soleil et la lune, c'est pareil, qui dominent les deux premiers signes d'été, alors qu'ils sont fondamentalement différents dans leur polarité. Comment se dit que la même saison l'été puisse être marquée par deux facteurs aussi différents? Tu sais, parce que nous sommes dans une réalité duelle marquée par le yin et par le yang. Tu évoquais le sujet qui est très important. Donc, tu commences par un signe yin, tu es le bélier, ensuite tu as un signe yang, pardon, excuse-moi, je me trompe. Par un signe yang qui est le bélier, annuel premier, pacifique. Ensuite, tu arrives dans le taureau qui est un signe yin. Ensuite, tu reprends le gémeaux qui est un signe théoriquement un peu yang, mais pas excessivement. Ensuite, tu arrives dans le cancer qui est très yin, puis dans le lion qui est très yang, oui. puis après dans la vierge qui est très yin. Et donc, il faudrait que quand c'est yang, il y ait une planète yang, quand c'est yin, une planète yin, etc. En principe, chaque planète, là, suivant la maîtrise, reprend la coloration yin, plus ou moins yin, yang, de son signe. Tu vois, le bélier maîtrisant, Mars maîtrisant le bélier est très yang, Vénus maîtrisant le taureau est très yin, mais quand tu arrives au gémeaux, c'est comme disent les Chinois, tu as vu les Vikings, tu as le yang fort et le yang faible, oui. et le yin fort et le yin faible. Alors on peut dire que les gémeaux c'est un yang faible, donc c'est un yang pas très affirmé, c'est un signe d'air, donc il est yang, mais c'est un yang à peu près, il est sous la maîtrise, ne viens pas, je me trompe pas, la fatigue me fait intervenir, il est sous la maîtrise de Mercure, qui est une planète légèrement masculine, mais tout de même un peu ambiguë. Alors, on va passer à la question du zodiaque. Alors, le zodiaque, je ne sais pas, tu ne nous as pas tellement parlé de symbolisme zodiacal, mais je t'entends. Ce symbolisme zodiacal, il est pas d'une. Quand tu donnes des cours d'astrologie, bon, quand tu leur parles du zodiaque, du symbolisme zodiacal, comment tu donnes, quels sont les éléments qui permettent de comprendre cette succession, cette juxtaposition des symboles zodiacaux? Est-ce que, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un signe qui s'appelle le scorpion, un autre le sagittaire, un autre le bélier, le taureau? Parce que, curieusement, quand même, bon, il y a d'un côté des animaux qui sont faciles à comprendre, et de l'autre côté, il y a comme le sagittaire. Les signes à visage humain. Oui, alors les signes à visage humain. Les 4 signes à visage humain. Oui, alors les signes à visage humain, déjà, c'est pas simple. Alors finalement, le zodiaque, c'est quoi? C'est basé sur les saisons, c'est basé sur le cours de l'année. C'est un héritage très 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 ancien, et c'est là que les détracteurs de l'astrologie se disent votre astrologie, c'est rien du tout, c'est fausse base, c'est basé sur des constellations, donc les 12 constellations du zodiaque, c'est l'autoroute du soleil. Ce sont les 12 constellations que le soleil traverse dans cette soleil. Alors les astronomes vous disent tout ça, ça rime à rien, parce que les constellations n'ont pas d'existence astronomique. Les constellations ont simplement une existence visuelle, c'est des étoiles qui sont regroupées visuellement. Qui ne sont pas du tout sur le même plan d'ailleurs. Mais qui peuvent être à des millions d'années-lumière de distance. Seulement, grâce à la physique quantique, tu peux leur répondre. Ces étoiles sont peut-être, par exemple, je ne sais pas, imagine la constellation du Scorpion dont tu viens de parler. Bien entendu, à nos yeux, ces étoiles sont ensemble, mais bien qu'elles soient à des millions d'années-lumière différentes, elles ne sont pas du tout dans le même temps, mais leur lumière nous influence. Voilà, c'est ça. Donc, on tient compte. Alors, c'est la physique quantique. C'est d'un point de vue anthropocentrique. Le trajet de la lumière, donc l'émission de photons de particules lumineuses nous arrive en même temps. Et c'est ça qui est tenu en compte, et c'est ça qui est important, et c'est ça que tu ne peux pas traiter par le mépris négatif, puisque dans la physique quantique, tu vois que l'émission d'une lumière, l'émission du photon, a donc une signification, tu comprends. Donc, si ces étoiles, à la place où elles sont, nous envoient ensemble chacune leur émission de photon, que nous saurons
Donc, ça fait un amalgame de lumière, et c'est les anciens. Donc, tu penses quand même que le zodiaque, c'est d'abord une constellation? Oui, pour commencer. C'est pas simplement cette vision purement mathématique du ciel d'après les C'est pour commencer cette influence de la lumière émise par des étoiles regroupées. Alors justement, tu appelles à cette notion visuelle. Bien sûr, il n'y a pas d'autre explication. C'est important, le visuel est important. La mais justement, explication est visuelle. La seconde, c'est par le flux d'émission photonique qui est la physique quantique qui dit que ce n'est pas du tout négligeable. Oui, mais cela dit, moi ce qui me gêne chez les personnes qui s'intéressent aux dates de Saturne, notamment aux dates d'Uranus, parce que Uranus est peut-être visible à l'œil nu instantanément, la Neptune ne l'était pas, et puis il y a aussi la fameuse affaire Pluton, alors je ne sais pas ce que tu en penses, cette affaire Pluton de la dégradation. Ils l'ont dégommé, ils l'ont dégradé en tant que planète, mais moi je continue à l'utiliser en astrologie, et je continue à trouver que c'est très efficace comme outil astrologique. Oui. Et alors tu comprends, c'est des questions de mots, c'est des questions d'école, parce que pour moi c'est tout de même un corps céleste qui existe et qui s'influence. Alors ma question c'était, tu as parlé d'évolution, mais alors les anciens astrologues, ils ne connaissaient pas ces planètes. Ils arrivaient quand même à travailler. Alors moi c'est un peu la gloire des anciens et des modernes. Pour moi, mon affirmation demande à être nuancée, parce que les anciens ne connaissaient pas, oui, les gens du XVIe siècle ne connaissaient pas Neptune, Pluton, etc. Mais Neptune, ils ne connaissaient pas Uranus. Mais c'est trop découvert. Mais il est certain que les anciens astronomes égyptiens et assyriens connaissaient toutes ces planètes, connaissaient le ciel beaucoup mieux que nous le connaissons. En tout cas, dans la littérature astrologique, des traités astrologiques qu'on connaît depuis le Moyen-Âge, etc., on n'en parle pas. Donc, de cette époque-là, ils ne s'en servaient pas et ils s'en sortaient quand même pas mal, notamment la fameuse théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne était très efficace. Donc, certains vous diraient, bon, bah, et en plus, ce qui est embêtant, c'est qu'en effet, ça crée une rupture dans l'histoire de l'astrologie, parce qu'en fin de compte, pourquoi ne pas s'en tenir aux planètes qu'on connaissait depuis l'Antiquité? Alors, on revient à ce que je te disais. Même si elles sont découvertes à l'astronomie, est-ce que l'astrologie est obligée de récupérer tout ce que l'astronomie découvre? Non, c'est-à-dire, tu vois, l'astrologie, pour la pratique quotidienne comme moi de l'astrologue, est curieusement, formidablement satisfaisante. Parce que je te dis, quand quelque chose est vrai, il est indiqué par plusieurs éléments, par les planètes, par les positions en signe, par les positions en maison, par les étoiles fixes, par les aspects, il est indiqué partout. Alors, à ce propos, il y a quand même là où le bas blesse, c'est que la vérité, comment l'astrologue sait-il que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est simplement parce que le client est d'accord avec ce qu'il fait? Alors finalement, moi ce qui me gêne un petit peu dans toute cette discussion, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui fait dire à l'astrologue que ce qu'il dit est vrai? Écoute, ma formation dans la psychologie, les années passées à travailler avec des psychologues m'ont amené à cette notion d'écoute. Alors, tu écoutes ce que dit le consultant, et c'est ça qui est très important. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Un jour, il y a assez longtemps, je vois arriver une consultante, et je regarde le thème, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui me saute à la figure. Premièrement, dans la vie précédente, vous avez été un homme. Deuxièmement, vous avez été un soldat. Et troisièmement, je vois que vous avez été un soldat japonais. Et quatrièmement, je le situe comme un soldat japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Je lui dis ça. Elle n'avait rien dit encore. Je la vois, je lui dis, vous êtes la réincarnation d'un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à sangloter, elle explose en larmes. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, vous savez, depuis que je suis toute petite, je fais des rêves de guerre. Et je rêve de guerre, je rêve dans une réunion où il n'y a que des soldats. Alors je lui dis, c'est dans quel pays? Elle me dit, je ne sais pas, mais il y a un nom dont tout le monde parle, MacArthur. Je lui dis, mais vous ne savez pas, c'était le général King des armées américaines dans la guerre
là-dessus, bah, à l'époque, il n'y avait pas. L'histoire dont je te parle, elle date d'il y a 20 ans. 20 ans ou 30 ans. Oui, je l'ai entendu maintenant. Mais ça, maintenant, ça a quand même marqué. Alors, attends, donc ça veut dire que c'est pas si fréquent. Non, non, c'est tout le temps. Tout le temps. Ça m'a. Je vais te dire, tu vas voir la suite qui est encore plus marquante. C'est une histoire que je n'en suis qu'au début. Alors, là-dessus, je la regarde encore plus. Et je me dis, mais c'est pas possible. La robe que vous avez mise, est-ce que vous avez réalisé que c'était le drapeau japonais? Vous étiez en plein été, elle était dans une robe blanche, avec un grand rond rouge au milieu. Je lui dis, vous êtes habillé dans le drapeau japonais? Elle me dit, j'adore cette robe, mais je ne savais pas. Alors elle était en train de sangloter, mais de joie. Alors elle me dit, vous savez, je pleure de bonheur, parce que j'ai été élevée par des paysans de la région de Basse-Normandie, d'Alençon. Et depuis longtemps, quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je dis, je veux être interprète de japonais, je vais apprendre le japonais. Alors mes grands-parents, mes parents qui sont des adultes dans leur couple, c'est cette idée de fou. Je lui dis, mais non seulement moi, astrologue parisienne, je vous encourage à faire des études de japonais tout de suite, mais ça va vous paraître extraordinairement beau, facile et émouvant, parce que vous allez retrouver tout un vécu, et le japonais va vous être à vous beaucoup plus facile qu'à d'autres. Et puis, comme mes consultations ont toujours un pratique pratique, donc faites des études de japonais, oui, et ensuite vous trouverez, comme il y a des séances d'études de japonais, vous trouverez à vous employer comme interprète, et vous serez très heureux. Et vous êtes qu'elle est venue? Non, tu sais, les gens apparaissent et disparaissent. Voilà. Ils sont comme les comètes, tu sais. Oui. Ils apparaissent. Et puis moi, je ne vends même pas. Parce que tu vois, moi, je ne fais pas un métier dans le métier de psychologue, je fais un suivi. Dans le métier d'astrologue, tu donnes ton diagnostic et puis après ça, les gens ils reviennent s'ils veulent. Oui. Justement. Tu vois, c'est une consultation qui m'avait beaucoup frappé, parce que tout au long de la consultation, j'ai eu la confirmation de mon analyse astrologique que j'avais donnée. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis, mais ça vaut pour des personnes qui vont, effectivement, la police karmique se prête bien à ce genre de propos que tu tiens, mais en évitant que la personne ne soit pas karmique et qu'il fasse de l'astropsychologie normale, basique. Tu peux retrouver ce que j'ai dit? Non, mais je veux dire, non, c'est pas ça, mon point de vue, c'est de savoir qu'est-ce que les gens attendent de. Ma question, c'est qu'est-ce que les gens attendent de l'astrologie? Eh bien, cette jeune fille, elle attendait qu'on la réconforte dans son désir profond de toujours faire du japonais et pourquoi pensait-elle qu'il fallait aller voir un astrologue pour ça? Quelle image avait-elle a priori de l'astrologie pour croire que vraiment sa question principale quand elle est venue voir, c'était pas le japonais, parce qu'elle n'était même pas intéressée. Non. Mais elle s'était fait rabrouer par son école, par ses parents. Oui. Et quand elle disait timidement, il y a quelque chose qui me ferait bien de l'apprendre le japonais, elle restait. Non mais d'accord, non, mais on va laisser tomber cette dame-là, fermée, et on va dire, de manière générale, pourquoi les gens attendent quelque chose de l'astrologie, ou d'autres formes d'ailleurs. Pourquoi va-t-on voir un voyant ou un devin? Bon, premièrement, pourquoi va-t-on le voir lui et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'ils ne sont pas forcément contents des conseils qu'ils ont reçus par des professionnels. Hier, j'ai reçu une personne, et c'est daté pour l'interview, mais non pas que ce soit daté. Pourquoi? Parce que comme les interviews sont tout à fait confidentielles. Ah bah oui, alors je vous dis par exemple, si je prends le cas de personnes qui ont des problèmes d'argent, eh bien, ils auront pu voir différents conseillers qui leur ont donné des conseils pas très désintéressés. Et tu as différents professionnels qui donnent des conseils intéressés, donc, et puis ils ne sont pas idiots, ils s'en rendent compte, et quand ils vont voir une pauvre astrologue perdue qui n'a rien à voir avec le business dont on parle, ils pensent que comme j'arrive de nulle part, je vais donner un conseil plus objectif et plus désintéressé que le vrai. Et
des gens qui sont pas contents. Et plus personnel aussi, quelque part. Parce que justement, à ce propos, moi j'ai une théorie, je vais la soumettre comme ça pour voir comment tu réagis. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on va avoir des personnes qui sont dans le divinatoire, et le divinatoire, c'est, à mon avis, surtout cette idée de pouvoir parler de la personne, de ce qui lui arrive à elle, de ce qui l'attend elle. Bien sûr, bien sûr. Et donc ce sont des personnes qui, parfois, dans leur enfance, se sont senties un peu oubliées, négligées, on ne s'est pas intéressé à elles, on les a mis dans une espèce de grand truc général, et donc pour compenser, elles ont un manque au niveau d'une attention qui serait focalisée sur elles-mêmes, et c'est pour ça que tout ce champ divinatoire, on a vraiment l'impression qu'on va s'occuper de vous particulièrement, et pas vous mettre dans une statistique, dans une catégorie. Je vais te répondre dans les conversations que j'ai eues avec ma plus vieille amie. Ma plus vieille amie était l'unique fille absolument adorée, d'une excellente famille qui l'adorait, et un jour je parle, elle a 70, plus de 70 ans, et elle va de dépression en dépression. Et elle me dit, je me rends compte que j'étais dans une famille très aimante, où j'étais le sujet de l'attention et de l'amour de mes parents, et que finalement ça m'a beaucoup mise parce que ça ne m'a pas donné l'habitude de me battre pour affronter la vie. Ce qui fait que j'ai été trop aimée, trop entourée, trop gâtée finalement, et ça ne m'a pas armée pour les problèmes de la grande méchante vie. Et alors elle me dit, toi par exemple, qui étais dans une famille où tu as été parfaitement négligée, du coup tu t'es battue. Et en te battant, tu as été beaucoup plus loin. Oui, alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que précisément, quand on est né dans une famille, alors c'est intéressant, parce que toi, tu trouves que tu as été négligé dans ton enfance. Oui, moi je vais te dire, ma famille est très simple, c'était une famille, ils voulaient des garçons. Alors la première fille, c'était moi, c'était Burke. On l'a expédié entre les pattes de Nurse. Le Nurse du gouvernement, on espérait le garçon. Ensuite est venue, hélas, une deuxième fille, qui a été tout aussi négligée que moi, et qui ne s'en est toujours pas remise. Et puis, ensuite, la troisième a été en fait une troisième fille. Et puis ensuite, mon père, très déçu, mon père a quitté ma mère. Et ma mère a l'impression que son mari l'a quitté parce qu'il me reprochait de ne pas avoir eu de garçon. Et mon père, chaque fois que je le voyais en vivant, il me disait, j'ai été tellement triste de ne pas avoir de garçon. Donc c'était un grand sujet familial. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Et je disais, mais moi je suis là, moi. Alors, tu vois, ce sont des filles qui étaient complètement négligées, comme ça se faisait dans beaucoup de familles. Les filles, on leur demandait, petite A d'être belle et petite B d'être bien mariée. Une fois bien mariée, casée, c'était basta, elle était évacuée. Ça ne s'intéressait pas à leur potentiel personnel. Ah non, mais jamais. Non, mais justement, c'est là qu'on touche. C'est pire aussi, encore plus vrai dans les provinces françaises et en Bretagne. En Bretagne, non. Ce que je suis en train de dire, justement, c'est ça. Je suis en train de dire que le public qui est particulièrement demandeur d'une astrologie individuelle, personnelle, comme dirait Julliard, une astrologie du thème natal, ce sont des personnes qui, quelque part, ont souffert d'être négligées. Inversement, la personne qui a été très gâtée, elle n'a pas forcément de demande d'astrologie. Alors, d'abord, ma chère amie, ses parents étaient riches et leur ont dit pour leur enfant. Alors, entre la vie et elle, il y a un matelas d'argent qui lui a épargné aussi de se poser beaucoup de questions et beaucoup d'ennuis. Oui. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais ça n'est pas, c'est pas le profil des gens qui viennent à l'astrologie. Les gens qui viennent à l'astrologie sont justement des gens qui ont un déficit au niveau de leur reconnaissance personnelle individuelle. Parce qu'autrement, alors moi je dis toujours, c'est autrement, on va plutôt vers une astrologie générale. Par exemple, quelqu'un qui lit son journal pour voir ce qui arrive au bélier ou au taureau, ben, il n'attend pas que l'astrologie lui parle de lui-même individuellement, mais ça lui suffit. Donc il n'a pas cette demande de quelque chose. Voilà, il n'a pas la même demande. C'est pour ça qu'il y a deux astrologies, l'une qui répond à une demande globale, je suis de telle catégorie, je
d'une femme de celui. Et l'autre qui peut quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus attentif à la personne. Les manques et les frustrations peuvent être un formidable moteur positif. Moi, tu sais, si tu m'avais connu quand j'étais petite fille, tu me reconnais peut-être pas. J'étais la petite fille complètement toile cirée, complètement basse muraille, qui n'ouvrait jamais la bouche, qui n'osait rien faire, qui n'osait rien dire. Mais justement, on mettait, alors j'avais une amie, il y avait une amie de ma mère qui disait les filles qui éclairent, elles sont formidables, on les pose dans un coin, elles ne bougent pas, on les retrouve au même endroit 3 jours plus tard, parce qu'on était tellement coincés, tu vois, et puis au fur et à mesure, j'ai fini par me dire, mais ça va pas du tout, et ça a nourri au fond mon désir de... justement, par exemple, même l'astrologie karmique va dans le même sens que ça, puisqu'elle dit, voilà, nous avons un destin personnel particulier. Donc finalement, moi la thèse qui est un petit peu provocatrice que je soutiens, c'est que l'astrologie attire, cette astrologie individuelle, personnelle, etc., elle attire des gens qui ont ce background et cette frustration initiale de ne pas avoir été, d'avoir le sentiment de ne pas avoir été compris, considéré comme il l'aurait dû. Et ce que je veux te dire en parlant d'un point de vue de psychologue, c'est les gens peuvent être blessés, mais ça peut être un moteur formidable. Oui. Et pour moi, ça a été un moteur sauf que, voilà, je vais un petit peu méchant comme ça, sauf que parfois, ça peut aussi engager les gens dans des directions un petit peu mythiques et un petit peu fantasmatiques. Évidemment. Parce que par compensation, on peut croire à des choses, parce que ça nous arrange d'y croire, parce que ça nous fait du bien d'y croire, et donc là aussi, que ça ait pu amener la personne à découvrir des domaines, c'est entendu, mais parfois, c'était pas si évident que ça. Il y a aussi un contrepoids, c'est quand tu as la vie difficile et que tu manques d'argent, tu es pas mal ramené par la vie à la réalité concrète. Oui. C'est-à-dire qui est, tu comprends. Le type qui ne sait pas combien coûte un ticket de métro, ou une carte de métro, et il n'est pas encore descendu dans la réalité quotidienne, tu comprends. Tandis que si tu dois faire ton marché toi-même et que tu vois le prix de chaque denrée, ça te ramène malgré tout au quotidien. Cela dit, il y a aussi une autre question, c'est-à-dire que finalement, il y a parfois des faux remèdes à ce problème, des fausses solutions. Par exemple, s'il va avoir, par exemple, si admettons qu'il y a avec une psychologue et qu'on lui parle de cette question de personnes qui ont souffert d'être négligées, la solution d'entrer dans une astrologie karmique ou personnelle n'est pas forcément la seule solution possible. Parce que quelque part, il y a peut-être d'autres façons de traiter cette souffrance que de passer par là. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Moi qui peux te dire que j'ai beaucoup travaillé avec toutes ces nouvelles thérapies comportementales, je peux te dire que j'ai vu sur moi-même et sur d'autres des résultats formidables. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs de mes élèves et auditeurs que j'ai envoyés faire chez des psychothérapeutes et qui ont été très contents. Ils m'ont dit ça nous a fait très grand bien, ça a permis de ressortir ces tensions, de les mettre à plat, de prendre du distance, de s'en débarrasser, ça nous a fait très grand bien. Alors, comment fait-on, alors, toi tu as posé une question sur l'école, comment fait un psychologue ou un psychothérapeute quand il diagnostique effectivement que la personne a souffert d'être négligée, etc. Comment doit-il procéder en dehors de la question de l'astrologie d'achat ou de quelles sont les méthodes d'un psychologue pour traiter cette souffrance, ce traumatisme de l'absence? D'abord, tu as différentes écoles de psychologues avec différentes sortes de techniques, différentes méthodes. Mais le principe général, c'est au fond la thérapie par la parole. Parce que moi, je me réfère, voilà comment moi, dans mon explication de l'efficacité des thérapies comportementales, quelle que soit la technique utilisée, c'est que tu prends un colonne de gens et dans lequel il est écrit au commencement comme verbe. Et tout ce qui a été fait par lui, et rien qui était fait en lui. Donc c'est la parole, commençant par le verbe. Et le verbe était Dieu, le verbe était en Dieu, tout ce qui était fait était fait par lui, et rien qui était fait était fait par lui, et la lumière également en même temps. Donc, tu comprends que la parole a
général, font appel à la parole. Donc il faut essayer de mettre les gens dans une condition telle que leur parole se libère. Et la parole permet de libérer les vieilles émotions prises, stockées au fond, et la parole, parce que tout ce qui a été fait par le verbe, c'est la parole, hein. Le verbe, c'est en anglais, on dit dans le word, qui aussi veut dire le mot, donc c'est la parole. Alors nous, on a gardé cette vieille traduction, on comprend plus qui est le verbe. En réalité, c'est la parole, le word, c'est le mot. Donc la parole est libératrice. Alors justement, à propos de, il y a quand même un autre sujet, quand même, tu sais qu'il y a énormément de femmes qui s'attachent à l'astrologie, ou plus exactement, dans les réunions astrologiques, il y a énormément de femmes. Oui. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi, l'intérêt pour l'astrologie ne vient-il pas aussi du fait que les gens ne sont pas contents de la catégorie dans laquelle on les a mis? Par exemple, ils ne sont pas contents de ce qu'on dit sur les femmes, ils ne veulent pas entendre parler de cette femme, ils veulent donc quelque chose de plus personnel. Donc, par exemple, le signe zodiacal, c'est d'accord. Je vais te donner une autre explication en faisant appel à la Kabbale. La Kabbale juive, la Kabbale, pour lequel j'ai la plus grande admiration, et qui est vraiment aussi un outil formidable. Alors, dans la Kabbale, tu as l'arbre des séphirotes. Chaque séphirot est censé te donner une vertu de Dieu. Alors, dans la Kabbale, dans l'arbre des séphirotes, tu as les séphirotes féminines et les séphirotes masculines. Et en travaillant là-dessus, moi, ça a été mon étonnement de voir que tu as deux séphirotes féminines qui sont une, l'intelligence, je ne me rappelle plus le nom en hébreu. Bina, je crois. Bina, tu as raison, Bina l'intelligence, tu as raison. Chokma, Bina. Voilà. Et l'autre, la rigueur. Din. Voilà. Eh bien, c'est formidable, parce que ça t'indique que le masculin a tout autant de talent et de compétences, mais que l'intelligence, c'est-à-dire l'analyse pointue, est plutôt quelque chose qui relève du féminin, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et cela explique que dans tous nos groupes, qui sont des groupes de pointe, où on fait des analyses, où on te donne des outils d'analyse très poussés, ça t'explique que dans nos groupes, il y a des majorités féminines, en accord avec l'image. Oui. Voilà. Ça. Ah, mais moi je constate, tu vois, je constate tous les jours la pertinence de l'arbre de Séphiroth. C'est absolument formidable, c'est une invention géniale. Et donc, les hommes ont d'autres, le yang a d'autres compétences dont nous avons absolument besoin, et qui nous sont tout aussi essentielles. Mais l'analyse critique est pointue, et c'est pour ça que il y a beaucoup plus d'astrologues et voyantes qui sont féminines. Toujours dans d'excellents masculins aussi. Mais beaucoup d'excellents masculins, et tu constates souvent qu'ils ont, c'est des hommes qui ont un très fort élément de voix. Alors cela dit, je reviens un peu sur un point que j'avais évoqué tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de l'approfondir. C'est-à-dire que, au fond, les gens qui viennent voir l'astrologue, ils ne sont pas forcément envie qu'on leur dise qui ils sont, mais qu'on leur propose quelque chose à être. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur fasse des suggestions de ce qui pourrait. Moi, j'ai employé une expression un peu amusante, un peu comme chez un notaire. Vous allez chez un notaire, on vous dit voilà, vous avez un héritage, vous avez droit à, je sais pas, il y a une vieille grande qui vous a laissé une maison. Donc la personne dit voilà, elle dit bon, j'ai droit à cette maison, je vais donc y aller, et peut-être même y vivre. Et donc finalement, parfois, c'est quelque chose qui vient par-dessus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas attendu et qui va donner un petit plus dans la vie. Et parfois, on se demande si l'astrologue, les astrologues sont très ambiguës là-dessus, parce que parfois, ce qu'ils disent est supposé correspondre à ce que la personne a déjà ou connaît déjà, mais parfois, ça peut aussi être des choses que la personne ne connaissait pas, n'avait pas, et dont elle prend conscience qu'elle l'a. Donc, on joue à la fois sur le passé et sur l'avenir. Et parfois, les gens préfèrent à la limite qu'on leur parle pas tellement du passé, mais qu'on leur
leur apporte des éléments nouveaux, des perspectives nouvelles, des développements nouveaux dans leur vie, qui ne correspondent pas à leur vérité, et qui correspondent à des perspectives qui s'ouvrent à elles. Donc, là, je dis que la demande est ambivalente, parce qu'effectivement, parfois, les gens, ils ne cherchent pas tellement à ce que l'astrologue leur dise des choses vraies, mais des choses à faire, des missions à accomplir, des choses qui sont projetées vers l'avenir et pas pour l'autre. Alors, quel rapport entre le passé et l'avenir, du point de vue de l'astrologue et du point de vue du futur? Parfois, il préfère qu'on nous parle de ce qui pourrait se présenter à dans la pratique de consultation, ça fait 35 ans que je prends des consultations, il y a une constante, les gens veulent avant tout qu'on leur parle d'eux-mêmes. Oui, ça, on est bien d'accord là-dessus. Ensuite, mais de même, c'est-à-dire quoi de même? De ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils veulent, ou de ce qu'ils pourraient se présenter à eux? Alors maintenant, ils formulent la question très souvent de la façon suivante. Ils disent, je ne sais pas ce que je vais faire ici. Alors je leur dis, alors ça, il n'y a pas de problème, on prend l'astrologie karmique, on prend le soleil qui est projet de vie, et le nœud nord qui est vers quoi vous allez, et voilà. Alors ils sont tout contents, ils sont ravis, et c'est ça qu'on défend. Parce que ce vers quoi on va, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, nécessairement. C'est quelque chose qui est à découvrir. On est en train de construire, on va construire, c'est ça, on va s'orienter, voilà, on est à la croisée du chemin, et on sait que c'est tel chemin dont on avait fait le choix intérieur avant de faire. Oui. Mais le soleil t'indique le projet de vie. Alors tu regardes le soleil, bon, le signe, la maison, les aspects, et puis les planètes. Et donc ça t'indique tout à ton projet de vie. Alors je regarde, alors je dis aux gens, alors ensuite c'est à moi de questionner, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors il y a des gens qui sont complètement complètement. Non, continuez. Bon, alors. Oui. Donc, effectivement, la question, c'est que c'est relativement plus facile de parler d'un projet de vie, parce qu'un projet de vie, c'est quelque chose qui est latent, qui est potentiel, et parce que, moi, je pense, je vois un autre exemple. Imaginons que oui. Pour revenir à ce que tu avais dit dans ta question précédente, le projet de vie ne peut en aucun cas être dissocié de ce que de la personne elle-même. Qu'est-ce dit que l'inconscient dont tu parles, tous les psychologues ne savent pas ce que c'est la mémoire globale des vies antérieures que tu amènes avec toi et qui t'influence. Oui. Donc le projet de vie est forcément resté sur l'inconscient, c'est-à-dire sur la mémoire, sur les mémoires globales des gens antérieures. Ton projet de vie n'arrive pas comme ça. Il plonge ses racines dans ta nature profonde, dans ton passé. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Effectivement, comme on va voir un astrologue, c'est bien quelque part pour se convaincre que ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on fera, était déjà programmé. Bon, donc ça, c'est plus une espèce de besoin. Les gens ont besoin, alors, au lieu de dire moi je fais ça comme ça, ils ont ça les rassure quelque part de savoir que c'était déjà au moins là et qu'ils ne font que réaliser un programme qui est déjà établi. Bon, d'accord. Mais néanmoins, alors moi je voulais prendre l'exemple, on parle d'une femme qui va chez un coiffeur, chez un couturier, et le couturier lui propose une robe, un ensemble. Donc cet ensemble, forcément, c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore, qui vient de sortir, qui vient de créer, etc. Il lui dit, mais ça vous ira très bien, etc. Là, parfois, les gens, ils veulent tout simplement du changement. Ils sont contents quand on propose du changement. Ils ne changent pas quand on leur dit, voilà, vous êtes comme ça, donc vous devez rester comme ça. Quelque part, elle dit, ah, mais je vais essayer ça, tiens, pourquoi pas, c'est une idée. Donc là, on voit bien que les gens sont. Tout à l'heure, tu parlais du devenir, à propos de Simone de Beauvoir. Les gens, parfois, ils sont tout disposés à s'approprier des potentialités, des possibilités, des facultés qu'ils n'avaient pas intégrées jusqu'à présent, parce que tout simplement, voilà, c'est un progrès pour eux. C'est une façon de progresser que de
s'ouvrir à des choses qui leur étaient plus ou moins extérieures ou étrangères. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Parce que moi, à la différence des autres astrologues, je me mets dans une perspective karmique. Donc, dans une perspective karmique, l'âme, en acceptant cette grande épreuve, de prendre la partie que c'est karmique, elle avait un projet. Dans l'astrologie karmique et l'astrologie karma, l'âme, et les Indiens et l'astrologie chinoise, indienne, tibétaine, l'âme s'est incarnée parce qu'elle avait un projet. Mais seulement, elle a oublié ce projet. Elle est complètement, la personne est paumée parce qu'elle s'est dit, elle a oublié. Alors, elle te demande, et moi je vais leur dire, avant de vous incarner, vous aviez tel objet, Oui, on est d'accord. tel projet. Alors, des gens sont très malheureux parce qu'ils se sont laissés embarquer complètement en dehors de leur projet d'incarnation. C'est ce que dit Rudyard. Rudyard, il dit, par exemple, qui est marqué par une bénie, Rudyard, il dit, le thème astral, il dit ce qui est réellement notre projet, voilà. Et parfois ça ne correspond pas avec ce que nous avons vécu. Mais voilà, est-ce qu'on s'est laissé égarer à droite et à gauche? Mais il faut bien reconnaître que c'est bien quand même pour l'astrologue d'être dans cette situation. Puisque s'il dit des choses qui ne correspondent pas, on lui dira, bon, l'autre jour j'étais à une réunion avec Didier Génin, on a étudié le thème natal du terroriste français qui a fait cette tuerie à Bruxelles. Bon. Eh bien, alors, les gens qui ont participé à cette interprétation, puisque pas ça. On a une date de Oui, il a même donné on connaît tout ça. D'ailleurs, tu devrais t'abonner à la brève de Didier Génin, de Didier Génin, parce qu'il lui envoie toutes les dates de naissance comme ça. Et alors, ils ont été déçus par le thème. Ils disaient, dans ce thème, il n'y a pas assez de violence, il n'y a pas de ceci, etc. Et alors, ils ont trouvé comme solution de dire, ah oui, mais c'est parce qu'il a été endoctriné. C'est-à-dire que des éléments de violence, il ne les a pas dans ce thème, ça lui a été mis sur le dos, comme ça, parce qu'il était dans un environnement qui le favorise. Donc parfois, les astrologues sont quand même dans des situations un peu compliquées, parce qu'ils mettent ça. Mais les astrologues ne sont pas karmiques. Ils auraient retrouvé une violence violente. Ils avaient cherché des violents. Mais il y a aussi quand même l'argument qui consiste à dire effectivement que il y a l'environnement social, religieux. Une violence très violente, qu'à cause de cet environnement social et religieux, il a retrouvé. Voilà, c'est ça. Et j'ai dit antérieure, moi j'ai eu une conversation avec une de mes filles. Une fille, un jour, il y a eu un différent d'un petit week-end, et ma fille s'est mise dans une colère noire. Elle devait avoir 11 ans ou 12 ans, je ne sais pas quelle bêtise de gosse elle avait fait. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ces parents à la gomme que j'ai, ces parents épouvantables, idiots et incapables d'apprendre. Alors moi je l'ai pris très sérieusement, et je lui ai dit, ma chérie, avant d'accepter de devenir notre fille, on t'a passé un petit film pour te dire, voilà ce qu'on propose, on propose une vie. Tu seras de tel pays, de telle nationalité, de tel sexe, tu t'appelleras comme ça. On te propose ces deux parents-là. Est-ce que tu les acceptes? Et dis à ma fille, tu n'es pas venu par hasard, on t'a montré les défauts de ton père et de ta mère chez moi, tu les as vus et tu les as acceptés. Tu as signé le contrat et je n'accepterai jamais que tu te retournes contre le contrat. Tu as signé ton contrat, c'est ta responsabilité. Non, il m'en a plus jamais parlé. Elle a plus rien dit. Il n'y avait pas d'argument. Et j'étais tellement convaincue que c'était ça, que du coup, elle est repartie très songeuse et je pense qu'elle y a repensé. Je n'ai plus jamais eu l'occasion d'en parler. Alors, je voudrais revenir sur un sujet plus d'ordre sociologique. Les astrologues, est-ce qu'il est souhaitable que les astrologues fassent la paix en quelque sorte avec les autres pratiques divinatoires, ou est-ce que c'est une bonne stratégie de se distinguer et de se démarquer? C'est mauvais d'essayer de se distinguer pour se distinguer. Il faut agir selon son cœur. Tu comprends? Moi, je fais des choses, pas du tout pour me distinguer, mais je fais des choses parce que je les ai ressenties comme justes. Parce que tu fais partie des rares astrologues qui n'ont pas de complexe à parler d'autre chose que d'astrologie. Aucun complexe. Alors que la plupart des astrologues, ils sont, voilà, c'est l'astrologie uniquement
tu sais, j'ai beaucoup de taureaux, de scorpions. Alors, ces gens-là, tu sais, c'est plutôt, ils écoutent leur cri de leur cœur. Ils font ça quand ils ont un coup de cœur. Et puis quand ils n'ont pas un coup de cœur, ils font quoi? Je me m'occupe pas de moi. Alors, moi, ce qui me gêne quand même beaucoup, quand on demande, comme si on te demande comment définiriez-vous l'astrologie, vous diriez quoi? Quelle définition tu proposes de l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle fait? À mes élèves. Alors voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit à tous mes élèves. Quand on me demande l'astrologie, la définition traditionnelle, c'est l'interprétation symbolique de l'astronomie. Alors, nous allons commencer par faire un peu d'astronomie tout de même. Et donc, une fois que vous commencerez à maîtriser un petit peu, j'ai une petite élève donc, en Bretagne, et nous commençons, je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une différence entre une planète et une étoile, par exemple? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une constellation? Donc, il faut quand même quelques notions basiques, à partir de quoi on peut se greffer l'astrologie et l'interprétation symbolique de l'astronomie. Alors, la question que vous posez, que je pose, c'est de quoi traite-t-elle l'astrologie? Pas quelles sont ses méthodes, mais de quoi traite-t-elle? De quoi nous parle-t-elle? Et tu te rappelles très bien que dans les 6 premiers siècles jusqu'à une date récente, les astronomes ont été astrologues. Les astrologues étaient également astronomes. Donc c'est indissociable. Donc tu traites d'abord des astres, de la connaissance des astres, et ensuite tu prends les astres. Alors voilà, j'ai donné une interprétation tout à fait nouvelle. Pour moi, un astre est une entité vivante, absolument comme si tu avais cette personne. Donc un astre n'est pas un caillou complètement mort, c'est un être minéral, c'est un être, et qui a aussi une sensibilité, voire une pensée minérale. Donc la Terre Gaïa, maintenant on le frappe à que Gaïa était une entité vivante, on l'accepte tout à fait, on l'accepte aussi. Mais donc maintenant on arrive à la notion que la Terre est un être vivant. Je dirais la Terre est une personne, c'est un être vivant, une entité qui agit, qui pense, qui parle. Et je pense que chacune des planètes du système solaire, c'est le cas aussi, y compris le Soleil lui-même. Et donc chacun de ce que nous voyons que l'aspect minéral, il y a aussi un aspect complet. C'est un être vivant complet sous une forme minérale. Oui, mais là c'est un petit peu une sorte de tautologie, parce que dire que l'astrologie étudie ce qui dépend des astres, ça ne résout pas le problème, parce que comment sait-on ce qui dépend des astres? Il faut le démontrer. Donc il faudrait quand même arriver à... Est-ce que l'astrologie nous parle? Parce que moi je pensais plutôt à une définition du genre, l'astrologie nous dit... elle nous parle de l'individu ou elle nous parle de l'humanité déjà? Première question. Les deux. Oui, d'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'humanité? Parce que sur l'individu, c'est évidemment des cas infiniment divers. Mais est-ce qu'elle a un discours cohérent sur l'humanité en tant qu'humanité, ou en tout cas sur... L'astrologie karmique, oui. Alors l'astrologie karmique, au niveau de l'humanité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit que la Terre, je te reprends Edgar Cayce là, oui. C'est Edgar Cayce qui parle. Donc, la Terre est un lieu d'expérience et de perfectionnement pour des âmes qui, je ne peux pas dire errantes parce qu'il y a une connotation négative au mot errant, mais pour des âmes qui sont en liberté dans le cosmos, pas seulement dans le système solaire et dans notre galaxie, ni dans notre univers, mais ce sont des âmes qui vont de lieu en lieu pour se perfectionner, pour s'affiner, pour progresser. Oui. Donc les âmes qui se sont incarnées sur la planète Terre en tant qu'humanité sont des âmes qui ont choisi cette expérience. Oui, mais excuse-moi de t'interrompre. Oui, mais ça, tu nous parles quand même des individus, tu nous parles de chaque âme. Moi, je te parle de qu'est-ce qu'elle nous dit sur le comportement général de l'humanité. Quelles sont les lois par lesquelles cette humanité passe? Cette humanité-là... Parce que là, on a l'impression que cette humanité, c'est pas seulement la somme de toutes les individualités. Elle a aussi son destin à elle. Cette humanité-là, cette humanité qui est, je ne veux pas être méchante, mais que je vois beaucoup comme une somme d'imperfections, de déchets,
de gens qui sont en... je le vois comme quand j'étais professeur, j'avais une classe de gosses qui venaient de partout et qui étaient là pour apprendre. Et donc, moi, je vois comme une sorte d'école, c'est une école. C'est ce que te dit Edgar Cayce et l'astrologie. Oui, mais le problème de l'astrologie karmique, ce qui a d'ailleurs donné à déboucher chez Rudyard avec l'astrologie de la personnalité, c'est qu'on a l'impression que chaque âme doit régler son problème à elle, etc. Et moi, la question que je posais, c'est savoir, est-ce que l'astrologie, il n'était pas obligé de répondre par la positive, est-ce que l'astrologie nous raconte comment fonctionne l'humanité collectivement et pas seulement au niveau de l'individu? Oui. Est-ce que collectivement, est-ce que tu as une astrologie karmique collective aussi? Bon, voilà. Tu as des karmas individuels et tu as des karmas collectifs. Oui. Et donc, les karmas collectifs, c'est une liquidation de dettes karmiques anciennes. Tu vois, par exemple, Cayce parlait de la guerre d'Espagne, qui a été, comme chacun sait, particulièrement féroce, particulièrement cruelle. Et Cayce disait, toutes les personnes qui étaient les acteurs de la guerre civile espagnole, ce sont des gens qui ont été mêlés à la conquête des Amériques et qui ont semé énormément de négatifs dans la violence, la destruction, le meurtre, le vol, le pillage, la destruction. Donc ils se sont réincarnés plus tard dans cette guerre civile espagnole où il y avait une espèce d'épuration nécessaire de ces... C'était donc tous les conquistadors et les autres, pas seulement les chefs mais aussi les hommes, étaient des gens qui ont déchaîné des destructions violentes. Et cette destruction par la loi quantique du retour d'action-réaction, tu vois, principe d'action-réaction, devait leur revenir sur eux-mêmes. Donc ces revenus, ils se sont réincarnés dans le même pays qui était donc l'Espagne, et dans un affrontement d'une violence absolument qui a sidéré d'ailleurs toute l'Europe tellement ça a été dur. Et donc tu peux considérer que probablement une partie des chefs des différentes parties de la guerre civile espagnole avaient certainement de toute façon un passé dans la conquête des Amériques et souvent en tant que chef. Oui, mais moi ce qui me gêne dans ton propos, c'est que, bon, ça c'est des choses, mais moi je parle du fonctionnement normal de l'humanité, je ne parle pas d'épreuves ou de drames, je parle simplement du rythme normal des choses. Mais ça serait, les karmas collectifs sont exactement comme les karmas individuels. Tu as une purification collective et une purification individuelle. Tu as un nettoyage qui se passe sur le plan individuel et un nettoyage qui se passe si tu es amené à participer à un grand nettoyage collectif, c'est que tu l'as accepté. C'est un groupe d'âmes d'une partie de l'humanité qui a accepté de rentrer dans mais par exemple, je vais revenir à des choses très simples. Il y a le jour et la nuit, il y a l'été et l'hiver, il y a le cycle des saisons, le cycle des nocturnes. Bon, tout ça, ça n'a rien de dramatique. C'est simplement une façon de se recharger, de se renouveler. Donc il faudrait quand même aussi pouvoir parler de l'astrologie d'une façon plus simple, en disant voilà, il y a des phases qui favorisent ceci, qui favorisent cela, et qui ne sont pas forcément des phases expiatoires, mais qui sont tout simplement un mode de fonctionnement normal et naturel des choses. Cayce parlait aussi de la Seconde Guerre mondiale comme la liquidation du karma d'une des croisades, peut-être de la deuxième croisade, où les croisés se sont comportés comme des gens. Oui. En particulier les croisés français et les croisés allemands, les deux. Oui, donc, et anglais aussi. Il y a ça, Constantinople, et puis tous les pays sur leur chemin, et jusqu'à ils se sont Cayce qui parle des croisades comme sans la moindre admiration, avec une critique totale. Oui. Mais, attends, alors moi, ma question, c'était pas ça, justement. Voilà. Ma question, c'est tout simplement de parler de l'astrologie de manière beaucoup plus dans la cyclicité la plus normale, la plus régulière, la plus banale. Écoute-moi bien, la cyclicité qui est normale pour nous ne l'est pas forcément pour le reste du cosmos. Toi, tu me parles du jour et de la nuit. Le jour et de la nuit, si tu réfléchis bien, c'est parce qu'on a un seul soleil. Quand on le voit, c'est le jour, et quand on ne le voit pas, c'est la nuit. Si nous avions, comme beaucoup d'autres étoiles dans le soleil,
si le Soleil était une étoile, était un système, rentrait dans un système binaire et qu'il y avait deux soleils, à ce moment-là, tu n'aurais ni jour ni nuit. Oui, mais enfin, nous, il se trouve que nous sommes, je suis bien d'accord, ça n'a pas de valeur universelle ni totale, mais on est d'accord, mais enfin, néanmoins, depuis des millénaires, on fonctionne comme ça. Et qu'est-ce que l'astrologie nous dit? Cela arrive à sa fin. Bon, alors, ça, même si ça arrive à sa fin et on ne sait pas si c'est pas dans quelques siècles, etc. Non, c'est maintenant. Oui, puisqu'on en parlait, ça revient à ce que nous disions tout au début de notre entretien, à savoir que le début du XXIe siècle et du troisième millénaire est dramatique. Mais moi, je te demande de faire un effort pour prendre un peu de distance par rapport aux enjeux immédiats et pour essayer de nous dire ce que, d'une façon générale, depuis des millénaires, l'astrologie nous dit sur les cycles de l'humanité. Les cycles de l'humanité, pas les grands cycles, mais tout simplement des cycles. On a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. D'un côté, on parle de l'astrologie hyper individuelle, de l'autre côté, on parle d'une astrologie à des échelles de millénaires, et on ne nous parle pas, par exemple, d'une astrologie avec un cycle de 7 ans ou de 30 ans, etc., des choses plus simples et plus banales. Tu parles de la grande année, Non, justement, je ne parle pas de ça. Je dis qu'il faut essayer de trouver... Non, mais la grande année, c'est déjà encore énorme. Moi, je parle d'années, je parle de cycles à l'échelle humaine, à l'échelle d'une génération, à l'échelle d'une vie. Alors, écoute, moi, tout ce que j'ai vu là, ça, à part la grande année sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est 26 000... Oui, 25 920 ans. Non, mais moi, je ne parle pas de ça, justement. Mais à part cette grande année sur laquelle... Par exemple, au Moyen-Âge, on avait le cycle de Jupiter-Saturne qui était tous les 20 ans, par exemple, ou tous les 800 ans. Bon, on a l'impression que les astrologues sont dans une espèce d'écartèlement, soit ils parlent de cas extrêmement personnels et individuels, soit de cas à une échelle absolument énorme, et qu'ils ne sont plus capables d'occuper le créneau intermédiaire, qui est celui de cycles de 10, 20, 30 ans. Voilà, et ça c'est quand même un problème, ça. Écoute, moi j'attends... Toi tu dis ça n'existe pas. Alors non, c'est pas ça, mais j'attends l'astrologue qui me présentera une théorie des cycles intermédiaires qui soit suffisamment convaincante. Voilà, c'est ça. Je l'attends, je veux bien. Donc il y a une crise du modèle des cycles, disons, à l'échelle d'une vie de 20, 30 ans, etc. Il n'y a pas de doute. Que moi, tu vois, j'ai lu... Mais même en dehors de l'astrologie, tu ne connais pas de théorie sur le cycle de 7 ans ou de je sais pas quoi. Écoute, j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont paru assez contradictoires et on ne sait pas très bien. Je n'ai pas ressenti de choc de la chose. Oui. Juste incontournable. J'ai senti des explications partielles, tu vois. Donc il y a quand même un trou là, il y a quand même un problème parce que. Des explications partielles. Bon. Et j'attribue ça au fait que la liberté humaine et toute une série de libertés humaines accumulées peuvent faire basculer une communauté dans un sens ou dans un autre. Donc il y a un facteur X qui est impossible à apprécier, c'est la liberté collective et le choix collectif. Alors, donc, parce que, par exemple, si on prend le cas de la médecine, elle est quand même de dire des choses. Par exemple, si une femme est enceinte, il va tenir un discours à peu près normatif sur comment va se dérouler la grossesse. Oui. Bon, il y aura des états successifs. Oui. Est-ce que l'astrologie est capable de nous parler des états successifs par lesquels une société va passer au cours d'une cinquantaine d'années, par exemple? Dans le cours d'une cinquantaine d'années, combien y aura-t-il d'états successifs? Comment les sociétés fonctionnent-elles de manière cyclique? Tu as une masse de sociologues qui ont traité le sujet avec l'impression qu'ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant. Ou d'économistes aussi, d'ailleurs. Oui, qu'ils avaient trouvé, oui, bien sûr, les noms m'échappent là, mais tu les connais. Kondratiev, etc. Tout à fait. Mais avec l'impression que c'était des explications néanmoins pas assez exhaustives, c'est des bonnes explications partielles. C'est tous ces cycles économiques et tout, oui, ils se réalisent, mais l'impression que c'est tout de même pas des outils parfaitement fiables. Alors finalement, on n'a pas d'outils fiables, donc dans l'ensemble des connaissances que tu as dans le domaine de l'astrologie, du tarot, alors justement, qu'est-ce que tu as contre le tarot, par exemple? Ça te plaît pas? Alors, j'ai fait du tarot, j'ai fait beaucoup de tarot.
Et j'ai trouvé que c'était trop facile de dériver vers le manque de rigueur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'astrologie, c'est qu'il y a tout de même une certaine rigueur, tu comprends. Le soleil, s'il est en Lion, il n'est pas ailleurs, tu comprends, malgré tout. Il est en Lion et il n'est pas en Capricorne. Donc tu as une sorte de rigueur auquel t'oblige l'astrologie, mais le tarot, moi j'ai vu des interprétations délirantes à partir d'images. Je trouve que la marge d'interprétation, il n'y a pas assez de discipline. Et beaucoup de gens qui font du tarot se racontent. Moi, les gens que j'ai vu raconter le plus n'importe quoi, c'est à l'aide d'un tarot, tu vois. Oui. Mais donc, le manque de rigueur, moi, qu'est-ce que tu veux, je suis malgré tout universitaire, oui. donc j'aime bien qu'il y ait des connaissances structurées, j'aime bien qu'il y ait un bagage. Mais quand même, ce qui manque un peu à l'astrologie, justement, je sais pas, est-ce que tu pratiques l'astrologie horaire, par exemple? Je ne le fais plus, je l'ai fait, je le fais plus. Ah, tu l'as fait plus. Donc je ne peux pas t'en parler, je ne suis pas compétente. Parce que c'est quand même intéressant, à mon avis, au niveau divinatoire, c'est de pouvoir dire qu'à un moment donné, voilà où on en est. C'est-à-dire, voilà où sont les configurations actuellement, et pas comme elles étaient, et qu'on fasse un tirage nouveau. En astrologie, on ne fait pas de nouveau tirage. C'est un tirage qui est effectué une fois pour toutes, qui est celui du thème natal. Les Anglais font plus d'astrologie horaire. Tu as tout de même les transits. Oui, alors les transits, c'est une forme d'astrologie horaire, effectivement. Les transits, c'est évidemment, on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est indispensable. Oui. Mais moi j'aime bien, il y a une expression qui dit qui peut le plus, peut le moins. Oui. Et on a l'impression que les astrologues peuvent parler indéfiniment d'un cas particulier, d'un cas exceptionnel, d'un cas spécifique, et qu'ils ont beaucoup de mal à parler de ce qui pourrait paraître pourtant plus normal au niveau d'une science, c'est-à-dire des cas en général. Et donc toi, en tant que scientifique, alors justement, ça devrait quand même être un problème épistémologique. Comment se fait? Voilà un savoir qui n'est pas capable de parler du général et qui n'est capable que de parler que du particulier. Mais il me semble que je t'ai déjà fait un certain nombre de réflexions générales en te disant ce que j'avais constaté. Oui, mais ce sont des généralités sur des cas particuliers. Non, j'ai constaté. Sauf évidemment au niveau de l'histoire de l'humanité. Chez mes consultants, telle tendance, telle chose. Voilà. Là, malgré tout, je m'élève souvent du particulier au général pour comprendre. Non, mais c'est normalement, on devrait, dans les cours d'astrologie, commencer par parler du général pour ensuite arriver à des cas particuliers. En médecine, c'est comme ça que ça se passe. Alors le général, moi, je leur donne un tableau avec les correspondances signes, planètes, maisons. Oui, mais ça c'est un. Alors effectivement, tu as raison, c'est un savoir que Oui, mais tu ne dis pas aux gens quelles sont les tendances générales que l'astrologie est capable de décrire pour une période donnée. Non, alors pour commencer, moi je leur demande d'apprendre par cœur la signification les signes, la signification des trois outils principaux, donc planète, signe et maison, je leur demande de l'apprendre par cœur. D'accord. Et après, on peaufine un peu, après on passe aux aspects, et après on passe à la question de la précision des équinoxes et de la Yanamsa. Je leur dis tout de même, il faut tout de même en parler. Et puis après, on passe à partir d'un cas particulier, on essaie de monter vers les généralités. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu exposes les idées, les grands axes, les outils de base de l'astrologie, mais il y a une espèce de télescopage qui fait que de ces outils de base de l'astrologie, on passe immédiatement à l'étude, à des applications pratiques individuelles. Et c'est comme si, effectivement, comme tu l'as dit toi-même, comme si la partie intermédiaire s'était perdue dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des clés qui se seraient perdues. Je ne peux pas. Ils arrivent avec une demande pour des réponses précises. Ah ben voilà, c'est ça. Ben voilà. Moi, je suis obligée, en tant que professeur, j'essaye de leur donner des outils, des principes généraux, mais ils sont tout de même polarisés sur leurs demandes personnelles. Oui, leurs demandes personnelles, je suis d'accord là-dessus, mais moi justement, j'ai expérimenté il y a quelques années une pratique de l'astrologie où je parlais du général en disant à la personne, ben voilà, vous êtes dans une généralité X
qui vous concerne vous aussi individuellement, personnellement. Donc je vais vous décrire ce qui se passe au niveau collectif. Et puisque vous faites partie du collectif, ça vous vise aussi. Oui. Donc, mais ces gens-là n'ont pas n'ont pas une sorte d'obsession qu'on étudie leur cas personnel. Attends. Tu peux parler des généralités, mais comme les personnes que tu as devant toi sont des êtres de chair et de sang qui font un énorme effort pour venir assister au cours d'astrologie, il faut intégrer la dimension émotionnelle. Donc leur dimension émotionnelle fait qu'ils arrivent avec leur demande individuelle et émotionnelle que tu es mais leur demande, obligé de satisfaire. Oui, mais leur demande émotionnelle individuelle, elle est peut-être pas si individuelle que ça. Il est possible qu'il y ait des problèmes généraux qui soient vécus par les uns et les autres. Donc un modèle général peut très bien, je reviens à la gynécologie, les femmes qui vont voir des gynécologues n'imaginent pas quels sont des cas particuliers. C'est le contraire. Justement. Moi j'ai eu 3 enfants, donc 3 grossesses, et je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Quand je suis venue voir le gynécologue, j'étais très contente qu'il m'explique la norme c'est ça. Mais bien entendu, toutes les femmes qui sont dans l'enfant, elles ont toutes des bobos, des problèmes qui ne sont pas dans la norme. Oui. Tu n'en as pas une, tu as des problèmes de site. Alors certains problèmes, le gynécologue te dit bon, ça c'est un problème connu, classique, on va vous le résoudre. Et puis certains autres, ça ne rentre pas dans la norme. Oui. Et c'est le grand problème de la médecine actuelle de façon générale, c'est un problème encore plus général, c'est que tu peux avoir, quand tu es enceinte, des problèmes que le gynécologue est très emmerdé parce qu'il ne sait pas quoi te dire. Voilà, Tu es peut-être la première cliente ou la 10e qui tu lui racontes ça, et la fac de médecine ne lui a pas donné de réponse, et tu sais vraiment pas, et tu es très embêté. Oui. Et alors tu essayes de le dissimuler tant que tu peux. Mais néanmoins, il a quand même appris à la fac de médecine d'abord à des règles générales, puisque par définition, comme tu le dis, les cas particuliers, ils sont imprévisibles. Oui, mais je vais te dire ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il est de plus en plus piégé, parce que entre le moment où il a suivi ses études à la fac de médecine il y a 20 ans ou 30 ans, et maintenant où les femmes enceintes affrontent des nouveaux problèmes, où il y a un changement d'alimentation complet, un changement de vie complet, des formes de pollution tout à fait nouvelles qu'on ne leur avait pas expliquées à la faculté de médecine. Alors ils se trouvent devant des pathologies complètement nouvelles pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Ils essaient de dissimuler à quel point ils sont bien embêtés, mais je t'assure que c'est ça qui se passe. Et moi j'avais été, par exemple, je me rappelle d'une fois, c'était quand j'ai été enceinte de mon fils qui a plus de 40 ans, j'avais eu quelque chose qui est reconnu comme tout à fait, maintenant enfin on commence à comprendre ce que c'est que la dépression nerveuse postpartum. Mais à l'époque, ça n'était pas enseigné en faculté, ça n'était ni connu ni reconnu. Alors, après l'accouchement, je vais voir un très grand médecin, ça se passait au Maroc, ma tante m'a envoyé ce qui se faisait de mieux, et je lui explique que je ne savais pas que ça s'appelait une dépression nerveuse, un burn-out, je ne savais pas du tout. Maintenant, on a beaucoup de termes et on l'explique très bien. Alors le médecin me dit, écoutez, aucun de mes appareils ne détecte ce que vous avez et je ne comprends pas ce que vous me racontez. Bon, alors je suis repartie les mains vides. Quelques temps après, 2-3 ans après, j'étais sur la France et je vais voir une psychologue à Rennes et elle me dit, oh mais c'est tout simple, vous avez quelque chose qu'on commence à découvrir, qui est la dépression nerveuse suite à l'accouchement, parce que vous vous êtes vidé en fabriquant un fœtus, vous vous êtes vidé de toute une partie des oligo-éléments qui vous permettent de vivre, et l'oligo-élément qui vous est manquant dans votre cas, c'est le lithium. Alors, je vais vous ordonner des prises de lithium et tout va rentrer dans l'ordre. Elle m'a ordonné du lithium, j'ai pris du lithium, ma dépression nerveuse a été guérie en un mois. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même, vous n'étiez pas la seule personne à avoir ce problème. Non, mais c'est quelque chose qui commençait. Oui, d'accord, mais enfin, oui, mais tant que ça n'a pas été un phénomène qui avait pris une certaine réalité globale, collective, voilà, donc quand même, malgré tout, ça exige quand même de faire appel à
à des règles, à des lois nouvelles, peu importe, mais des lois quand même. Tu comprends? Alors, la femme enceinte qui va voir le gynécologue, elle va lui apporter des problèmes qui sont de son temps, de son époque, mais le gynécologue, il n'a pas du tout appris, ça ne rentre pas dans les normes qu'il a appris à la faculté. Oui, d'accord, oui. Alors, il est bien emmerdé, quelquefois il le dit, comme avait dit ce biomédecin honnête, et quelquefois il fait semblant de croire que c'est quelque chose pour garder mais la non, mais tu as tout à fait raison, tu es une bonne avocate, mais je veux dire, il reste pas moins que, malgré tout, on ne peut pas faire l'économie d'une description générale d'un phénomène et ne pas, on va pas constamment dire, oui, mais il y a des cas particuliers, il y a des cas particuliers, des cas particuliers. Ce que je veux te dire, c'est qu'on arrive en fin de compte au fait que le modèle de grossesse tel que l'ont vécu ma mère avant moi et ma grand-mère, ça, c'est plus du tout, du tout. Mais là, on a l'impression oui, je sais. C'est plus les mêmes pathologies, c'est plus les mêmes vécus, c'est plus les mêmes ressentis, et les enfants que nous produisons maintenant, je te répète, ils n'ont probablement plus le même ADN. Mais enfin, il y a malgré tout quand même des constantes qui se sont perpétuées, ne serait-ce que la durée de la grossesse elle-même qui n'a pas encore été modifiée. Oui, mais tu as des nouvelles pollutions. Tu as des pollutions chimiques qui perturbent complètement la matière. Tu as des perturbations, des pollutions chimiques qui n'affectaient pas du tout ma pauvre vieille mère. Je ne savais pas ce que c'était. Tu as des pollutions électromagnétiques extrêmement violentes qui perturbent énormément le système. Non, mais c'est vrai qu'il y a des éléments de perturbation, c'est entendu. Et qui engendrent des pathologies qui sont perceptibles dès la grossesse. On pourrait aussi parler de la menstruation, mais ça aussi, c'est reste quand même quelque chose de relativement constant depuis des millénaires. Mais non, tu crois ça. Bien qu'il y a les règles, il y a les traitements anticonceptifs. Mais tu crois ça. Mais on a fait des études statistiques, et moi j'en ai vu quand j'étais journaliste médical, que des choses comme la durée de la menstruation, ça a beaucoup changé par rapport à nos grands-mères. Le temps, il y a des choses qui se sont modifiées. Nos grands-mères croyaient que c'était tous les 28 jours qu'il fait un peu de sang, etc. Bon, eh bien, on s'est aperçu avec des études statistiques que, je ne sais plus si c'est la durée, que d'abord la menstruation, par exemple, arrive de plus en plus tôt chez les filles. Autrefois, je n'avais jamais vu une fille de 12 ans qui était réglée. Jamais, à mon époque, ça n'existait pas. Maintenant, cela existe de plus en plus souvent et de plus en plus fréquent. Que la menstruation n'a plus du tout forcément le même caractère. La durée a changé, les symptômes ont changé. Tu vois, des choses que nous croyons, que ma mère croyait basiques et éternelles, et qui sont en train de changer considérablement en France. Et tu as la même chose du point de vue de toutes les pathogénèses masculines. Tu as également des choses, tu as par exemple une multiplication des cancers de la prostate, mais c'est pas du tout le cas qui n'était pas du tout le cas à l'époque de mon père, il n'y avait pas tant de cancer de la prostate, il n'y avait pas une multiplication comme il y a maintenant. On peut se demander justement si l'astrologie, ce qui fait vraiment la valeur de l'astrologie, c'est justement son dimension intemporelle, justement. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui varient, et peut-être des choses qui ne varient pas. Et peut-être que l'astrologie nous parle d'un modèle qui ne varie pas, mais qui peut éventuellement être complété par autre chose. Alors, mais cette autre chose n'est pas forcément de l'ordre de l'astrologie. Ce que je vais te dire, c'est que les astrologues un peu conscients, nous n'arrêtons pas de méditer sur ce problème. Nous trouvons des réponses partielles et à notre niveau, et en intégrant les informations qu'on peut avoir ici et là, on est bien conscient qu'il y avait une base intemporelle. Dans quelle mesure elle est en train de changer? En fait, nous n'en savons rien, nous constatons que ça change, mais nous ne savons pas. Mais on ne peut pas dire que c'est la base intemporelle qui change. Ce qui change, ce sont les éléments qui viennent perturber cette base. Mais si, parce que tu as cette base intemporelle sur ce système solaire qui existe, ce soleil avec son cortège de planètes. Si le soleil et les planètes elles-mêmes sont en train de changer, si le système solaire est en train de changer, imagine le jour où on a... Ah non mais d'accord, mais ça n'est pas encore le cas, c'est pas encore le cas, il faut quand même être sérieux. Mais tu vois ce que te racontent les astronomes, il y a tout de même des grands changements qui viennent de s'amener, et comme tu vois, c'est le principe chinois, tout bouge, tout casse, tout passe, tout là, c'est le principe que tout est... Oui, mais là, on est un peu dans un cercle vicieux, parce que justement, ce sont les astrologues eux-mêmes qui se sont mis à la traîne des découvertes astronomiques. Mais est-ce qu'ils ont bien fait en faisant cela? Peut-être qu'ils auraient mieux fait d'en rester alors à une astronomie
classique qui, elle, n'est pas affectée. Et justement, eux-mêmes, et on a parlé de l'affaire de Pluton, eux-mêmes, ils se sont donné des verges pour se faire fouetter parce qu'ils se sont accrochés au train des découvertes astronomiques et ils en payent le prix. Non, avec cette incertitude dont tu parles. S'ils avaient un peu plus de sérieux sur le plan astronomique, ils verraient que l'astronomie actuelle est un forum de discussion et de thèses contradictoires sur une réalité que les astronomes eux-mêmes et les grands considèrent comme complètement mouvante, et comme on ne sait pas du tout, ça va nous mener. Oui, mais on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à cette... L'astrologue n'est pas forcément obligé de s'intéresser à cette astronomie mouvante. S'il s'en reste à Saturne, par exemple, tout ça, ça ne bouge pas. Donc finalement, c'est les astronomes eux-mêmes qui ont décidé de se créer cette problématique. Non, mais l'astronomie ne peut pas être quelque chose, ne peut pas être statique dans la mesure où on découvre sans arrêt des nouveaux outils, des nouveaux instruments qui permettent d'explorer sans arrêt. Et en quoi ça concerne l'astrologie, ça? Du cosmos, eh bien, comme tout se tient suivant le principe d'interaction, si ton astronomie de base est en train d'évoluer, il faudra nécessairement... Mais l'astronomie de base, elle n'évolue pas. Si par exemple, je prends l'exemple de Saturne, si on considère que si Saturne a une certaine influence sur les hommes depuis des siècles, eh bien cette influence, elle n'a pas de raison de changer. Oui, sauf à dire qu'il y a une solidarité entre ce qui existe avec Saturne et ce qui existe avec Pluton ou avec je sais pas quoi. Il y a une solidarité totale entre chacun des corps. Astronomiquement, mais pas forcément astrologiquement. Mais on doit la considérer astronomiquement. Ah voilà, c'est ça. Donc là, justement, là qu'il y a La solidarité, si tu veux, c'est le principe d'interaction défini par la physique quantique. L'interaction est partout. L'interaction, d'abord sur le plan astronomique, entre le Soleil et ses planètes de ce système, entre ce système solaire et les autres systèmes de la galaxie, qui est donc notre galaxie, qui s'appelle donc la galaxie Voie lactée, entre notre galaxie et les autres galaxies de cet univers. Oui. Les autres univers sont des univers parallèles. Prenons par exemple la question des langues. Ouais. Est-ce que les langues, fondamentalement, les langues, la langue française, elle s'est codifiée, elle s'est établie il y a des siècles et des siècles. Est-ce qu'elle change cette langue? Sans arrêt. J'ai travaillé aussi pendant des années, j'étais collaboratrice pour une fois à la Géo du petit dictionnaire Robert. Tu sais, donc les deux rédacteurs en chef du Robert, c'est Alain et Marie-Christine Ray. J'ai donc été... Alain Ray, oui, je connais bien. Alain Ray, voilà. J'ai été leur collaboratrice pendant des années, je faisais partie de l'équipe. Eh bien, on ne pouvait que constater que le vocabulaire changeait. Oui, mais pas fondamentalement. Ah, non, mais sur les marges, autrefois, c'était à la marge, et maintenant, il y a tout de même des mutations énormes. Il y avait aussi, je voudrais aussi citer mon père. Mon père était un Suisseau-Alsacien. Tu sais que tous les Suisses, s'ils achètent un livre de lettres, tout est écrit dessus en 4 langues. Bien sûr. Donc, et en plus, ils apprennent l'anglais à l'école. Donc, le Suisse cultivé parle normalement 4 langues plus l'anglais, c'est-à-dire 5 langues. Et mon père, qui était un Suisseau-Alsacien cultivé, parlait 8 ou 10 langues. Il parlait aussi l'alsacien. Bien entendu, qui est une langue, l'alsacien, bien entendu. Et alors, mon père me disait en rigolant, au bout de la 5e, on s'aperçoit qu'elles se ressemblent toutes. Et moi-même, personnellement, j'ai fait cette expérience. Je constate qu'au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Elles ont des points communs, elles empruntent certains mots communs, bien sûr, mais c'est pas de raison pour se ressembler. Si par exemple vous mettez la même médaille... C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'au bout d'un certain temps, bien entendu, tu t'aperçois qu'il y a des points communs. Mais au bout d'un certain temps, tu finis par rentrer dans le mécanisme de la langue elle-même. Et tu finis avec une nouvelle langue, quand tu apprends une nouvelle langue, par essayer de chercher le mécanisme de transformation, et tu le prends et tu l'adaptes. Et tu finis par rentrer dans la notion qu'il y a dû avoir une langue universelle au début, et que la langue que tu n'apprends n'est jamais qu'une adaptation avec certains trucs d'adaptation que tu découvres très vite, que tu adaptes à la nouvelle langue que tu apprends. Oui, bien sûr. Et au bout d'un certain temps, ça devient très aisé. Oui, bien sûr, mais ça c'est... une expérience que mon père me racontait. Et que non, mais si j'ai parlé de la langue, c'est parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une signalétique. Oui. Il y a une signalétique. Bon, par exemple, par exemple les feux verts, les feux rouges, c'est une signalétique. Bon, elle a été établie il y a quand même pas mal de décennies déjà. Elle aurait pu être autrement.
plus encore. Hein? Bon, donc, Parce que la notion que le rouge soit une interdiction, c'est quelque chose qui remonte à très très loin. d'accord. Que le vert te symbolise la vie. Donc la vie, tu avances, tu exploses, tu vas devant toi, et que